tous et bienvenue sur le Book Club du podcast du Cappuccino des livres. Le temps d'un cappuccino, nous nous retrouvons chaque mois pour plonger ensemble dans l'univers des livres et de l'écriture, mais pas que. Ici, nous partageons nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés, nos débats de lectrices passionnées et toutes nos recommandations autour d'un thème mensuel confectionné par nos soins. Nous espérons qu'elles vous donneront envie de tourner de nouvelles pages, choisir votre prochain livre et ou de vider votre pile à lire. Que vous soyez lecteur assidu, curieux occasionnel ou simplement en quête de prochaine lecture, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement avec votre boisson chaude. Le Book Club va commencer. Bonsoir mesdames, chers membres du Book Club, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va bien ? Ça va, et toi ? Ça va. Il commence à faire beau. Bon, il y avait pas mal de vent aujourd'hui, mais bon, le soleil arrive, c'est tout ce qui compte. Bon, comme vous pouvez le constater, Aurore n'est pas avec nous ce soir, mais c'est pour une bonne cause. Pour sa librairie, elle a organisé une séance de dédicace avec un grand auteur, donc allez, c'est parti. Pour ce 16e numéro, en ce mois d'avril 2026, nous avons choisi de lire la même autrice, Aurélie Wallenstein. J'espère que je prononce bien son nom, vous êtes d'accord pour la prononciation ? Je pense que c'est ça. Je pense. Ok, donc Aurélie Wallenstein. Un roman différent chacune que nous allons vous présenter aujourd'hui. Mais commençons par une brève présentation de notre autrice, Aurélie Wallenstein. Donc, comme je vous disais, c'est une autrice française contemporaine engagée, surtout connue dans les littératures de l'imaginaire, fantasy, fantastique, science-fiction, où elle développe souvent une forte dimension écologique et animale. Née en 1900, désolée, née en 1980 à Paris, elle écrit depuis l'enfance, notamment influencée par les romans de Jack London. Après des études de lettres modernes, elle commence à publier des nouvelles dès 2007 et son premier roman, Le Cheval et l'Ombre, paraît en 2013. Depuis les années 2020, elle est également scénariste de bande dessinée. Dans ses œuvres, Aurélie Wallenstein accorde une place centrale aux animaux, à la nature et aux enjeux écologiques, souvent en tension avec la société humaine. Ses romans à la fois sombres et poétiques s'inscrivent parfois dans une esthétique proche du conte ou du mythe. Ils proposent une réflexion profonde sur l'instinct, le sauvage et l'identité, explorant régulièrement les frontières entre l'humain et l'animal, ou entre civilisation et instinct. Reconnue dans le paysage de la fantaisie francophone, elle a plusieurs distinctions parmi lesquelles le prix des Aliénales en 2015 pour Le Roi des Fauves, le prix Albaquine du meilleur roman jeunesse en 2016 pour Les Loups Chantants, le prix Escapage en 2017 pour Chevaux de Foudre et le prix Imaginal des bibliothécaires ainsi que le PLIB en 2020 pour Mère Morte. Après toutes ces informations, vous vous demandez sûrement quel livre nous allons explorer ensemble dans cet épisode. Alors, c'est parti. Amélia, tu commences ? Avec grand plaisir. Alors, on t'écoute. Pour ma part, j'ai lu La harpiste des terres rouges, qui a été publiée en 2024 chez Fleuve Éditions et qu'on a depuis l'année dernière en poche chez Pocket. D'accord. Alors, j'ai déjà lu l'autrice et j'ai eu un peu de mal à faire mon choix pour ce mois-ci. Ouais. Tous les romans qu'elle écrit, ils ont un point commun, je trouve, d'être intrigants parce qu'ils ont du bizarre en eux. Enfin, je vais expliquer après dans mon avis, mais du coup, ça m'a fait hésiter. Et j'ai choisi La harpiste des terres rouges pour la mention dans le résumé de Greffe magique, de la quête d'un homme pour retrouver son frère. J'aime beaucoup tout ce qui tourne autour de la sororité, fraternité. D'accord. Et j'y reviendrai aussi pour ça plus tard, mais il y a aussi l'absence d'éléments dans le résumé qui je sais pas le mot français, mais qui me trigger, qui pourrait m'effrayer. Par exemple, dans L'épée, la famine et la peste, je le dis jamais dans le bon ordre, mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Par exemple, je sais qu'il est question d'araignées beaucoup trop souvent, et c'est vraiment quelque chose que je peux pas. Il y a un autre roman, le titre m'échappe là maintenant, mais il est question de la folie transmise par relations sexuelles. Moi, c'est quelque chose qui va pas forcément m'intriguer, même si
concept est original. Bon voilà, il y a des résumés comme ça. Je sais qu'ils vont être un peu trop puissants pour moi et j'aurais pas envie d'y aller forcément parce que je suis pas prête, etc. Donc j'ai choisi la harpiste des terres rouges qui est un peu plus soft à mon goût, enfin à mon sens, et qui contient des éléments intéressants. Ok. Donc dans ce roman, on plonge dans les premières pages dans une position qu'on pourrait qualifier d'inconfortable. On a la fameuse harpiste qui figure dans le titre, qui apparaît et révèle d'entrée de jeu toute sa dangerosité. On est vraiment placé comme ses victimes, on est invité à observer une scène épouvantable, cruelle, malaisante, et le tout en étant parfaitement impuissant. Donc comme les victimes de la harpiste. Si le prologue se referme sur une mince victoire, en fait il y a des personnages qui vont être présentés et qu'après on reverra plus tard, mais donc il y a une espèce de première victoire qui est présentée, mais en même temps, l'autrice elle a quand même le doigté de présenter... comment dire, qu'il y a beaucoup d'autres choses en coulisses et vraiment à partir de ce moment-là, on est déjà happé. D'accord. Après cet aperçu de la harpiste et de ses menaces, on découvre le protagoniste qui s'appelle Abraham, qui vient de perdre sa mère, qui n'a plus de famille, si ce n'est le frère disparu qu'on mentionne dans la 4e de couverture. Et justement, il reçoit une mystérieuse lettre qui l'informe qu'il serait détenu par la harpiste. Donc, comme on vient de voir la harpiste et ce qu'elle est capable de faire, c'est... Voilà, ça nous harponne. Ok. On va voir le jeune homme qui va partir pour essayer de retrouver son frère. Et ce qui est intéressant, c'est que on dit qu'il part dans l'Ouest, dans le Nouveau Monde, et que, en fait, cet endroit, par son nom, son esthétique, on va voir, et son concept, ça ressemble beaucoup au western et au Far West, et j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que moi, c'est pas des romans que je lis beaucoup, enfin, c'est pas une esthétique que je vois beaucoup. En film, peut-être, notamment avec mes parents qui adorent tout ce qui est Far West, etc. Mais j'ai pas lu beaucoup de romans avec cette esthétique, c'était intéressant. On y parle de dresseurs de chevaux, de villages, construits au milieu de paysages de poussière, des saloons, des pistoleros, et aussi de la cupidité qui est à l'origine de cet endroit, donc le Nouveau Monde découvert par des colons, donc c'est comme les Amériques dans le monde réel. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que le twist, c'est que la richesse qui a attiré ces foules de colons, c'est pas la fièvre de l'or, ce n'est pas la ruée de l'or, c'est la ruée et la fièvre de la magie. Car des monstres y vivent et qui parvient à en tuer et se faire greffer un morceau et survivre à cette greffe peut espérer hériter d'un pouvoir magique inédit, mais surtout imprévisible. Ce paramètre-là, il était assez perturbant. C'est pas un système magique à proprement parler. C'est pas comme dans la fantasy comme on le voit classiquement. C'est pas de la magie qui peut faire rêver. C'est pas de la magie qui... Enfin, on n'a pas envie de dire que c'est de la magie cool en fait, parce que déjà il faut subir une opération et c'est plus proche de celle subie par la créature de Frankenstein, qu'une belle opération sur une table propre par un médecin qualifié. Déjà. D'accord. Ce sont souvent des parties de monstres étranges, peu ragoûtantes, voire carrément incongrues. Et dernier point, mais non le moindre, le pouvoir qu'on gagne, il est imprévisible et ses conséquences ou ses dérèglements le sont autant. On frôle la malédiction en fait. Rien qu'avec ça. Donc, déjà, on a une magie bizarre et en plus, elle est toujours surprenante parce que personne ne peut savoir ce que ça va donner. Ça fait penser peut-être un peu à du body horror ou... Alors, dans certains points, ça peut faire du body horror, mais le récit des greffes, enfin de l'opération de greffe, n'est pas forcément raconté. Et c'est pas... comment dire ? En fait, je vais le redire après, mais les personnages, ils deviennent pas forcément... Enfin, c'est pas forcément horrifique en tant que tel, parce que le personnage est décrit comme
une entité chimérique. Par exemple, il y a un personnage qui est... je sais pas comment expliquer, mais en gros, on dit bien que le personnage, il a complètement intégré la greffe, et c'est très étrange, mais c'est pas non plus horrifique. Le reste du temps, c'est caché, ou c'est admis pour le lecteur. Donc c'est pas décrit ou présenté pour forcément faire peur. Ça reste extrêmement étrange, mais je n'irai pas dans le body horror. Enfin, je pense pas que ça puisse être décrit comme ça. Après, je connais pas exactement le body horror, mais ne laisse pas entrer la forêt, je crois, en est. Et là, on parle vraiment de se déchirer, enfin, c'est plus horrifique que ça. Il y a plus de descriptions, etc. Là, on n'est pas sur ça. Il y a des choses extrêmement bizarres, des associations qui sont faites sur le corps humain et avec des parties de monstres qui sont hyper bizarres. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça affiche là ? C'est très étrange, mais c'est pas non plus horrifique. Sauf si, par exemple, il y a un personnage qui est greffé avec des araignées et là... Ouais, je trouve ça horrifique. Oui, bah là, pour le coup, tout dépend du monstre utilisé. Voilà, c'est ça. Et est-ce que ce serait, j'avais le mot sur le bout de la langue, est-ce que c'est dans le sens où la magie a un prix ? Pour moi, oui. Parce qu'en fait, les gens, ils vont courir chercher une greffe d'animal, enfin de monstre, pour obtenir une magie. Et tout le monde sait que obtenir cette greffe et cette magie donne ce qu'on appelle un revers. C'est-à-dire que toutes les nuits, quasiment, tu vas devoir subir le contre-coup du pouvoir qui t'est donné. Pour pas spoiler, il y a un exemple qui est donné au tout début du roman, c'est que l'un des premiers à être greffé, il a obtenu le pouvoir du vent. Ouais. Et en gros, il a un problème avec ça. Sa longévité a été extrêmement raccourcie. Il est mort jeune. Ok. Donc ça a eu un prix. Ça a eu un prix. Et après, il y a un autre type de magie dans le roman qui est celui de la musique, de la danse, du son. Mais du coup, celui-là, il a pas l'air d'avoir des contre-coups, par exemple. Il y a une espèce de deux systèmes magiques. Alors, il y a un lien qui est fait dans l'histoire, mais effectivement, celui-là, j'ai pas vu de contre-coup. Mais voilà. Pour ce qui est des greffes, en tout cas, tu payes cher après. Déjà, tu payes. Et tu choisis pas ta magie, tu payes cher parce que ça peut être un truc hyper bizarre, hyper nul. Ou hyper douloureux, etc. Et en plus, t'as le contre-coup. Ok. Voilà. En plus, ce qui va dans le sens de pas body horror, etc., mais c'est que les personnages autour du protagoniste, ils vont montrer que ces malédictions sont dérangeantes. Pour gérer le contre-coup, il y a certains qui disent que le meilleur moyen est presque de s'humilier. Il y en a qui doivent s'attacher, se mettre en cage. Enfin, c'est assez spécial. Ok, ça a l'air, effectivement. Et pour en revenir au personnage, justement, et pour aussi faire un parallèle avec ce que tu soulevais dans la présentation d'introduction, déjà, c'est que les personnages ne sont pas forcément bons et héroïques. Tu mentionnais la dimension engagée de l'autrice sur des questions sociétales, environnementales notamment, sur sa façon d'interroger l'humain, l'inhumain, l'animal. Et ben dans ce roman, je trouve que le sujet des greffes, puisqu'il est central, en fait, la plupart des personnages, ils vont voir leur humanité remise en cause. Donc, on a dit physiquement, par les choix. Physiquement et psychologiquement. Parce qu'un tel a une main humaine et une patte animale. Donc, l'aspect un peu chimérique visuellement. Parce qu'un autre a fusionné avec un objet ou un végétal, donc ils sont plus 100% humains. Et parce que leur pouvoir et leur malédiction, des fois, leur font frôler l'excentricité, voire la folie. La plupart deviennent des monstres aux yeux de ceux qui ne sont pas greffés. Et c'est aussi le cas aux yeux du protagoniste, mais surtout aux yeux du lecteur. Parce que les pouvoirs sont extrêmement bizarres, que les apparences décrites sont extrêmement bizarres. Enfin, quand tu vois un homme qui a un bras sectionné pour avoir un archet, quand tu vois que il y a un homme qui a une fleur dans l'œil, je spoil pas, on les présente rapidement. Et ben c'est rapidement dès le début ou presque. Et ben c'est extrêmement étrange. Et quand tu vois comment ils activent leur pouvoir, comment se manifeste leur pouvoir, ça en fait vraiment des monstres. C'est
non naturel, non normal, et c'est extrêmement étrange. Et Ok. si je peux me permettre, l'autrice n'a pas peur du tout du bizarre. Elle crée donc des chimères avec des corps de bêtes, d'humains, d'objets, de plantes qui défient la raison. Elle fait des associations qui sont presque... j'ai pas trouvé de mots. Il faut pas y voir de connotation négative. J'ai pas trouvé d'autres mots que presque obscène. Parce que, je vais pas spoiler une nouvelle fois, je vais rester vague. Mais on a par exemple un personnage qui est greffé avec des araignées. Qui est fait avec ces araignées. C'était pas génial à lire. Voilà, si on aime pas les araignées, franchement, voilà. Et il y en a un autre, par exemple, et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi obscène, mais il y a par exemple un autre personnage qui a des mamelles de cochon. Ok. Sauf que la manifestation de son pouvoir est extrêmement inattendue, bizarre, et quand on voit comment dans le roman, les personnages l'ont instrumentalisé dans sa vie avant que nous on le rencontre, c'est terrible. Voilà. Donc l'autrice n'a pas peur. Comme qui dirait, elle y va à fond. Donc voilà, les personnages ne peuvent pas imaginer quel pouvoir ils vont recevoir, mais même nous. Même nous. Et si on a peur des araignées... Si on voit qu'il y a une description qui commence avec les araignées, faut passer la page. Après, le roman, ça va, mais je sais qu'il y a un personnage qui raconte comment a été fait sa greffe. Pas top. Les détails, pas top. Bref, donc en résumé, je dirais que c'était quand même une lecture assez unique. Le mot, il peut paraître bateau, mais j'assume. Je l'ai vraiment pas détesté. Je l'ai quasiment englouti en un jour, 2 jours. Ah oui, effectivement. C'était hyper fluide. La plume est vraiment incroyable. On est plongé dedans alors que tout est bizarre. Il y a rien qui va, mais on est entraîné dans l'histoire. D'accord. Je pense que l'histoire va me rester en tête un moment, de façon positive et un peu aussi par la flip que j'ai eue sur certains détails. Donc c'est pas un coup de cœur parce que je l'ai pas adoré, j'ai pas été absolument émue, je l'ai pas adoré. Enfin voilà, ça va pas être mon petit chouchou. Mais je le recommanderais chaleureusement sans hésiter. Pour peu qu'on ait le cœur un petit peu accroché quand même. J'imagine. Voilà. Ça questionne. Mais voilà, parce que je suis contente d'être arrivée à la fin quand même. À un moment, je me suis dit, oui, ça commence à faire beaucoup de trucs bizarres. Mais en même temps, c'est vrai que c'était quand même un récit hyper intéressant parce que il ressemble à aucun autre. Il y a des associations qui sont faites, enfin, on sait pas d'où elles sortent, mais en même temps, on arrive à en faire quelque chose de bien parce que les pouvoirs, ils sont hyper bizarres. Mais l'intrigue, elle est pas cousue de fil blanc pour autant. C'est pas des jokers pour que les personnages se sortent des mésaventures ou quoi. C'est vraiment réfléchi, c'est super bien utilisé et ça crée de la surprise tout le temps pour le lecteur. Donc voilà, c'est... Donc c'est addictif un petit peu ? Quand même, ouais. D'accord. Et ouais, le fait d'être toujours surpris, ça donne envie de continuer. Mais c'est vrai qu'à la fin, quand même, ça fait beaucoup de bizarre d'un coup. J'imagine. Ok. Voilà pour moi. Bon, lecture extraordinaire, littéralement. On a bien senti, effectivement. Après, bon, à voir sinon on le lira à notre tour. c'est moins dit. Mais bon, au moins déjà, tu nous as bien expliqué les tenants et les aboutissants du roman. Eh ben écoute, ça marche. Camille, est-ce que tu veux nous dire quel est le livre que tu présentes, s'il te plaît ? Je peux continuer, ouais. Alors, moi, de Aurélie Wallenstein, j'ai choisi Le désert des couleurs. Je pense que c'est un des derniers qu'elle a sorti à cette date. Et donc, il est sorti chez Scrinéo puis chez Pocket. Okay. Et alors, pour donner un peu l'idée du résumé, ça part un peu, encore une fois, sur les conséquences de nos actes avec les animaux, mais c'est beaucoup plus en toile de fond. Donc là, c'est pas pareil que celui qu'Amélie a décrit. Mais on a quand même un univers qui est basé sur le fait qu'on ait maltraité les animaux.
Donc en fait, les humains sont isolés sur une sorte de petite île. C'est le cratère d'un volcan qui leur sert de refuge, et tout autour d'eux, sur le monde entier, on a ce qui s'appelle le désert des couleurs, dont tout le titre. Et chaque grain de sable, c'est un souvenir qui a été perdu au début en exterminant tous les animaux de la planète pour les utiliser pour diverses choses. Et en fait, si les humains se rendent dans ce désert, ils perdent leurs souvenirs sous forme de grains de sable, à un rythme de plus en plus effréné jusqu'à en mourir puisqu'ils se souviennent plus de qui ils sont. Donc c'est ça le concept de fond du monde. On l'apprend dans le premier petit 10-20% du roman. Donc voilà, je spoil pas non plus, ça fait partie ça fait un peu dystopie du coup, le thème de début, ça fait pas très fantasy. Moi j'avais plus l'impression d'être dans de la SF ou de la dystopie assez classique sur le... Oui, alors qu'il est classé, je crois, en fantasy sur la couverture du livre. Ouais, parce qu'il est censé avoir quand même un peu de... Alors il y a d'autres races, plus ou moins. Il y a des pouvoirs magiques, plus ou moins. Mais en vérité, vraiment, enfin moi je trouve sur les codes, on est vraiment sur de la SF. Après, juste parce que je lis peut-être trop de SF. Mais moi, je te confirme que moi aussi, je l'ai interprété comme une sorte de dystopie post-apo de quelque chose. C'est ça, et même dans le... Alors, il y a une sorte de thème de voyage, ils doivent partir explorer, etc. Donc, il y a un thème qui fait plus ou moins fantasy, mais ça reste très typique. Mais du coup, le côté fantasy, c'est... Alors déjà, le petit garçon qu'on va suivre, il est du coup plus ou moins métis de 2 races. Ce qui est normal, c'est quelque chose qu'ils font en fait de manière répétée. Il y a une sorte de métis qui naît, puis un autre, et donc il est un peu attendu comme un sauveur, et il a un père qui est donc d'une autre race, qui est pas vraiment humain, et une mère humaine. Et donc il grandit beaucoup plus vite que d'autres enfants. Enfin, il a pas mal de pouvoirs. De pouvoirs magiques plus ou moins, ou juste d'autres caractéristiques de sa race un peu à part, et particulièrement de justement pouvoir gérer ses souvenirs perdus. Donc c'est ça son rôle, et donc il va partir sur une aventure. On va croiser un petit peu le point de vue de sa mère au début, et après ça va se partager entre ce garçon et sa demi-sœur, qui donc elle est complètement humaine. Moi, ce que j'en ai pensé, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, je rejoins un petit peu, c'est marrant. J'ai tendance à dire que j'ai adoré, c'est très, très sympa et tout, mais en entendant Amélia, c'est vrai que j'écho quand même un peu à ce qu'elle disait c'est pas un gros coup de cœur, parce qu'il y a des trucs où, alors au tout début, j'accrochais pas trop, et le début est dur à lire. Et c'est dur, le début est un peu long. Il faut un peu s'accrocher quand même. Et après, il y a des points, il faut pas qu'il soit trop long, en fait. C'est bien que ce soit pas des romans trop longs et qu'il n'y ait pas 15 tomes d'affilée, parce que même si l'univers est hyper riche, ça se tient et tout ça, ça reste très contemplatif, et les personnages, ils explorent beaucoup leur intériorité, et donc t'as pas envie non plus de rester trop longtemps dans leur tête. Mais je me suis pas ennuyée, je l'ai lu d'une traite. Voilà, bon, c'est bon signe. Oui. J'ai adoré la relation entre le frère et la sœur. Vraiment, c'était incroyable. Enfin, ça, moi, j'ai trouvé super. Ils évoluent ensemble. Il y en a un qui influence l'autre, et tous les deux, ils prennent les bons côtés. Ils grandissent ensemble. Ah ouais, ça, c'était incroyable. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça génial. Pourtant, c'est pas un concept super nouveau, mais ça marche du tonnerre, et ils créent une relation tellement forte tous les deux que, c'est juste magnifique, quoi. Ça, j'ai vraiment adoré. J'ai été un peu déçue de ce côté disparition des animaux qui sert de toile de fond, mais finalement, c'est pas trop d'utilité. Puis vu que les animaux ont disparu, en fait, on a l'impression qu'on s'en fout un peu des animaux, ils ont disparu, mais du coup, on s'en fout un peu. C'est pas le roman où elle met le plus en avant le message sur les animaux, effectivement. Il y est, mais c'est vrai que c'est pas, en fait, le plus central dans celui-là.
C'est plus vraiment sur Complètement l'humanité, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a oublié. Est-ce qu'elle a fait? C'est ça. Est-ce Son qu'elle a fait? histoire, ouais, les sauts de la mémoire collective. C'est un peu aussi une espèce de philosophie sur les mots, enfin les petits plaisirs de la vie, parce que il y a certains souvenirs qui présentent comme quoi il y a des petites choses du bonheur et on les oublie, ou des choses malheureuses. Enfin, c'est plutôt un peu plus sur ça en fait qu'on est centré. J'ai eu l'impression. Moi, en le disant, c'est ce que j'ai vu plutôt que les animaux. Sur le souvenir, l'impact qu'a un souvenir qu'on oublie, qu'on veut oublier. Ouais. Oui, il y a les deux axes. Ouais, c'est ça. Et puis cette relation entre le frère et la sœur qui est très très difficile, hein, parce que ils ont des hauts et des bas, mais au final, ils grandissent ensemble. Oui, c'est ça qui fait le petit truc à la fin que tu dis ah ouais quand même. Ça. Bah c'est ça. Moi, il m'a laissé. Enfin, globalement, je le recommanderais à 200%, parce que moi, il m'a vraiment fait ressentir beaucoup de choses et fait grandir d'une certaine manière, parce que vraiment et puis bon, ça parle de sujets, enfin t'as les petits souvenirs et les petits clins d'œil à notre monde actuel, parce que du coup on est dans un truc un peu post-apo machin, tu t'attends pas à avoir un souvenir d'un mec dans une voiture ou je sais pas quoi, et en fait ça décale, mais du coup tu te retrouves un peu ramené derrière ton bouquin, tu te rappelles que t'es juste un lecteur et tu te dis ça te fait penser à toi-même, ça te rapporte à toi-même, alors que t'es dans un monde qui a rien à voir. Donc ça, c'est vraiment très intelligent. Tu sors de ta lecture, mais justement pour des petits messages un peu écolos. C'est pas mal. Et sur le bonheur, ou juste apprécier oui, ça parle beaucoup de la mémoire en fait. Voilà. Et après, t'as quand même le souvenir plus comme très gros souvenir bloquant, comme tu disais, que tu aurais voulu oublier, et donc je veux pas spoiler, mais il y a un gros truc, on le sent dès le début, qui est traité très intelligemment aussi, quoi. Donc ça donc finalement je l'ai refermé, je me suis quand même dit waouh, vraiment un super bouquin, genre je le recommanderais, et j'ai pas, d'une certaine manière, j'ai été un peu mal à l'aise de le lire tout du long, mais j'étais trop contente de l'avoir lu, quoi. Oui, il y a des passages qui sont un peu durs. C'est ça. Et on comprend mieux, en fait, comment peut fonctionner la mémoire et ce qu'on en fait. Complètement. Ouais. En fait. Donc c'était une belle lecture. C'est plein de métaphores. En fait, j'ai l'impression que la vraie force de l'autrice, c'est pas forcément de raconter une histoire qui va nous faire, pas qui va nous faire remplir les objectifs de lecture qu'on a habituellement, vivre des grandes aventures, des trucs comme ça. C'est plutôt nous offrir des miroirs, soit en nous dérangeant, soit en nous faisant réfléchir, soit en nous faisant de la fascination, de la rêverie, de la découverte, enfin. Réaliser que telle chose dans notre vie peut nous rendre heureux, malheureux, nous faire grandir, nous faire... Voilà. J'ai l'impression que c'est plus ça, en fait. Que sa plume, elle est vraiment plus sur le « qu'est-ce que je peux créer ?» et engendre. Quel questionnement ça va engendrer derrière. Ça. Parce que, pareil que Camille, en fait, on a lu, mais on n'a pas forcément aimé à 100%. Mais on a ressenti tellement de choses que, sans souci, on dira aux gens, lisez-le, parce qu'en fait, ceci, cela. Ouais. Complètement. Tout à fait. Je valide, puisque je plus sois, puisque j'ai beaucoup aimé aussi, même si effectivement le début c'est dur. Est un petit peu long. Mais il se passe à un moment un truc, et là, toute l'histoire, elle s'enchaîne, et t'as plus effectivement envie de lâcher ton roman, donc je comprends. Ok, on va passer à ma lecture, du coup. C'est mon tour. Alors, mon choix s'est porté sur le tome 1 de la duologie L'épée, la famine et la peste, publié, si mes souvenirs sont bons, en grand format chez Scrinéo. Et moi, je l'ai lu dans le format pocket, dans le format poche de Pocket. Attendez, je tousse. Pardon, toutes mes excuses. Alors, c'est un roman que je qualifierais de fantasy. Pour le résumer, depuis un demi-siècle, le royaume de Comgall s'enfonce dans un âge sombre, les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans des toiles d'araignées, et les tarantas tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. 3 êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon possédé par l'esprit d'un loup,
Une jeune fille soupçonnée d'avoir les pouvoirs d'une araignée, un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Pourchassés par le chef de l'Inquisition et son archère, ils vont devoir s'allier pour survivre. Mais sont-ils des boucs émissaires ou au contraire, trois redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant? Alors, pour mon avis, je vais être honnête. Le début de ce tome 1 m'a fait un peu peur. J'ai trouvé l'entrée dans l'histoire très lente, au point de me demander si j'allais continuer. Ouais, j'ai cru que j'allais l'abandonner. Mais je me suis forcée pour le book club. Je me suis dit non, je peux pas. Je ne jetterai pas la pierre parce que moi je l'ai abandonné pour cette raison et je retenterai plus tard. Parce que ouais, le début c'est long, rame un peu. Très très long. Donc on suit d'abord les trois personnages principaux, chacun de leur côté. Et clairement, c'est ça qui prend du temps. Mais en y réfléchissant, c'est assez logique, on est sur un premier tome, donc il faut poser les bases, construire l'univers, installer les enjeux, nous faire comprendre le contexte, et je pense aussi que mes attentes m'ont joué un peu des tours. Avec mes précédentes lectures de l'autrice, j'étais habituée à un rythme plus soutenu, en one-shot, donc forcément, ça m'a un peu déstabilisée ici. Mais, parce qu'il y a un gros mais, dès que les trois protagonistes se rencontrent, tout change. L'intrigue s'accélère, devient beaucoup plus prenante, on se laisse embarquer dans un univers à la fois fascinant et terrifiant, un royaume envahi de toiles d'araignées, de miracles et surtout de malédictions. On y découvre notamment donc les tarantas, qui sont des créatures cauchemardesques qui prennent possession du corps des femmes, qu'on appelle des sorcières, et qui sont traquées, torturées et tuées par l'Inquisition. Et comme si ça ne suffisait pas, les araignées qui envahissent ce monde peuvent s'immiscer dans vos pensées, comme le dit si bien le résumé, pour les assombrir, vous tirer vers le désespoir. Bref, l'ambiance est posée, c'est sombre, dur, cruel. Et ce qui rend le tout encore plus fort, c'est que chacun des personnages est touché de près ou de loin par cette noirceur. Ils ont tous leurs blessures, leurs convictions et une moralité parfois grise, mais toujours compréhensible. À travers eux, j'ai trouvé que l'autrice abordait des thèmes très forts comme la condition des femmes, les violences, les droits humains, mais aussi le rapport entre l'humain et l'animal. Avec cette question qui plane tout au long du roman, doit-on accepter la part sauvage en nous pour être vraiment soi-même? C'est un livre qui fait réfléchir, qui questionne et qui nous pousse à nous interroger sur nos propres valeurs. Pourquoi se bat-on? Pour qui? Et est-ce que ce qu'on vise est toujours juste? Alors oui, il faut s'accrocher au début. Mais si vous aimez les univers de fantasy sombres et riches, et que vous n'avez pas peur de créatures inquiétantes, d'araignées surtout, et des combats violents, et si vous aimez les personnages qui se battent pour ce en quoi ils croient, je vous conseille vraiment de lui laisser sa chance. Il faut vraiment attendre leur rencontre pour pouvoir se dire que ça y est, l'histoire commence. Parce qu'une fois que tout se met en place, vous découvrez une belle dynamique de groupe avec ces trois personnages et le cerf, avec un petit côté fond de famille qui vient apporter une vraie chaleur au cœur de cette noirceur. Voilà ce que j'en ai pensé. Très difficile au début de se lancer, mais une fois qu'ils se rencontrent, en fait, tout s'enchaîne. Et pour les araignées, oui, c'est sûr, ça fait un petit peu flipper. Je suis d'accord. Mais dans le premier tome, ça va. C'est pas trop ça qui m'a dérangé. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment plutôt la lenteur et puis la violence. La violence. Voilà. Ça fait réfléchir comme lecture. Donc, Amélia, laisse-leur la chance de se rencontrer. Une fois que la rencontre sera faite, ça devrait bien se passer. Et après, oui, je me souviens plus s'il y a vraiment de si horribles descriptions. Est-ce que la description des araignées est plus horrible que la description des violences? Je sais pas. À toi de te faire ton propre avis. Et à vous tous. Ça a quand même pas l'air tout public. C'est très adulte ou comment tu le classerais? Ah oui, c'est super, c'est super trash. Il y a certains passages qui sont vraiment révoltants. Okay. Mais après, quand tu avances bien dans ta lecture, tu comprends le titre. Et à partir du moment où tu comprends le titre, les choses sont plus faciles à lire. Je sais pas comment expliquer ça sans spoiler d'ailleurs, parce que faut pas que je spoil. Mais bon, oui, il y a des araignées, oui, il y a des créatures cauchemardesques qui sont un peu décrites, mais c'est pas tant la violence
qu'elle, en fait, qui se joue ici. J'ai trouvé, pour moi, pour ma lecture. Donc voilà, en gros. Alors, en gros, vous avez quand même aimé vos lectures ou est-ce que vous avez un peu peur de découvrir les autres romans qu'elle a écrits ? Alors moi, j'ai vraiment trop aimé. Et pour le coup, il faisait pas peur. Je pense celui-là, il était quand même assez... pour moi, un ado peut le lire, pour le coup, celui que j'ai lu. Par contre, les vôtres, ils font un peu peur quand même. J'avoue qu'on m'avait pas convaincu avant. Peut-être Amélie un peu plus, mais alors tu vois, Jess, là, ça m'allume juste des petits red flags il y a peut-être trop de violence pour moi, surtout que j'ai une grosse phobie des araignées, donc c'est mort. Je comprends tout à fait. Après, c'est vrai que bon, je vais dire, j'ai pas peur. Mais s'il y avait une araignée géante en face de moi, je ferais pas la maline. On est bien d'accord. Mais c'est pas ce que j'ai ressenti en premier en lisant la lecture. Parce que là, par exemple, je viens de finir, comment ça s'appelle ? Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Et il y a une scène qui se passe à un moment dans le livre, sans trop vous spoiler, mais qui se passe justement dans une forêt où il y a ces fameuses toiles d'araignée australiennes là. Vous savez, voilà, ces grosses araignées avec des toiles d'araignée partout. Là, je dis pas. Oui, c'est un peu déstabilisant. Mais là, c'est plutôt la violence. Et ce qui les amène, eux, à faire à se rencontrer, à vivre leur aventure, parce que ça reste quand même une aventure. Et puis, à partir du moment où ils se rencontrent, franchement, elle les épargne pas. Il se passe... Voilà, ça ne fait que aller de plus en plus vite. Maintenant, à aujourd'hui, que j'ai lu le tome 1, je ne sais pas si je lirai le tome 2. Voilà. Je sais pas. Voilà, j'avoue que là, je sais pas. Alors, c'est pas tant l'histoire en elle-même, mais je sais pas. Voilà, je pourrais pas trop. C'est pas ce vers quoi j'ai envie de me tourner, effectivement, pour le moment. C'est pas mon c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de lire plus de la légèreté, plus d'autres choses. Il y a du soleil, on a envie de lecture plus légère, créative, plus rêveuse, plus positive, et je peux comprendre. Moi, je sais que pour répondre à ta question, je ne sais pas si de moi-même j'irai vers d'autres livres d'elle. Parce que je trouve qu'il faut vraiment être préparé. Et je sais pas si... Je vais pas dire que je suis faible, mais on va dire qu'il y a des fois, je dois reposer des livres parce que je suis pas prête dans ces moments-là, ou c'est un moment où il fallait pas... Voilà. Donc, je sais que de moi-même, j'irai peut-être pas tout de suite. Même si j'ai énormément de respect pour le travail qu'elle fait dans ses romans, sur tout ce qu'on vient de dire. Sur l'impact qu'elle arrive à faire sur les lecteurs, sur ce qu'elle arrive à faire comme métaphore, comme message, comme etc. C'est vraiment génial, vraiment génial. Mais après, je sais pas. Bah, c'est vrai quoi. Alors moi là, j'ai enchaîné les livres de Raelly Wallenstein puisque j'ai lu Mère morte, Le désert des couleurs, L'épée, la famine et la peste. Je les ai lus tous les 3 puisque je l'avais rencontré en juin à Créteil-en-Poche et je m'étais fait dédicacer les livres. Donc là, je m'étais dit, ça va bientôt faire 1 an que je les ai achetés, il est temps que je les lise. C'est vrai que c'est pas des sujets forcément très faciles, ni très abordables comme ça au premier abord, mais il se passe toujours, j'ai trouvé dans ses écrits, dans ces 3 livres en tout cas, qu'il y a un moment dans l'histoire, il y a comme quelque chose qui bascule, quelque chose qui diffère de ce que tu as pu lire au début de ce roman-là. Et à partir de cet instant-là, précisément, en fait, la lecture, elle est vachement plus fluide, plus rapide, plus rythmée, plus immergente, plus intéressante. Je ne saurais pas comment vous dire autrement. Mais il faut toujours laisser le temps au début de s'installer. C'est peut-être le reproche que je ferais, c'est que les débuts sont un petit peu lents à se poser. Après,
Même pour des one-shots. Alors, justement, elle arrive quand même à faire tenir dans un one-shot des univers extrêmement complexes avec des systèmes de magie ou de civilisation qui sont fous, quand même. Ah oui, le world building, il est sensationnel. Là, je reconnais que... Donc, c'est quand même une prouesse. Pour des petits livres, c'est riche de sa part de pouvoir de nous immerger, en fait, dans ce monde-là et de nous en donner les tenants, les aboutissants, le contexte, sans qu'on soit... débordée ou qu'on reste devant un truc en disant j'ai pas compris. Elle fait des choses extrêmement bizarres, mais elle arrive à nous y insérer de sorte à ce qu'on soit ni noyé ni perdu, et c'est vrai que c'est fort, c'est très très fort. C'est ce qu'on peut effectivement souligner de la plume de cette autrice. Donc en gros, on a quand même aimé nos lectures, même si les débuts ont été un petit peu compliqués, que certaines scènes étaient un petit peu besoin de respirer. Elles peuvent être un peu lourdes pour certaines. Je comprends. Bon. Et maintenant, on va passer à nos lectures en cours, mesdames. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment, Amélia? Moi, je viens de commencer un thriller, parce qu'avril est le mois du polar et que je n'en ai pas ouvert un seul depuis un moment. Et qu'il est un peu temps aujourd'hui quand même. Qui s'appelle Cell, de Lucy Adler Olson. J'ai la version du livre de poche. C'est une histoire de cold case des années 80 qu'on rouvre de nos jours parce qu'on se rend compte qu'il y a des meurtres qui sont perpétrés, déguisés en suicide, mais qui ressemblent à d'autres passés, et on a la même signature de l'assassin parce qu'il laisse une poignée de sel à côté des victimes. Voilà. Ok, donc c'est le sel de cuisine. Table, oui, voilà, pardon. Ok, ça marche. Camille, quelle est ta lecture en cours? Oh là là, j'essaie de me rappeler du titre avec une grande panique. C'est un thriller historique qui s'appelle La malédiction des Stenson, mais l'auteur me revient pas. C'est traduit du suédois. D'accord. Ça se passe en 1432. D'accord. Et donc c'est en plein dans les révoltes suédoises. Donc il y a en fait c'est le royaume du Danemark qui occupe la Suède, et il y a toutes des révoltes dans les mines qui sont assez connues dans l'histoire de la Suède. C'est un peu comme notre Révolution française, quoi. Il y a un truc qui pète, et le pouvoir est vraiment bouleversé. Et donc mais il y a une petite histoire de malédiction familiale, comme ils aiment bien dans les romans historiques. Donc c'est un peu un mix. Il y a la malédiction familiale qui fait qu'il y a une sorte d'enquête, mais t'as quand même les codes du roman historique. Donc c'est vraiment pas mal. Je suis assez contente. Et puis j'ai commencé en audiobook La Maison vide, qui a un gros pavé là, qui a eu, je crois qu'il a eu un concours cette année ou un truc comme ça. Qui commence à être un peu connue, parce que il y a une mamie de mon club de lecture hier qui me l'a trop bien vendu. Mais elle m'a dit que c'était très long, qu'il y avait des grosses longueurs, donc je me suis dit c'est parfait en audiobook pour aller au boulot. Ça marche. Bah oui, t'as bien raison. Hein. L'audiobook, ça facilite certaines lectures. Je comprends bien. Oui, complètement. Alors moi, je vous disais, aujourd'hui, j'ai fini Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de Benjamin Stevenson. J'ai adoré. Franchement, j'adore cet auteur. Pour moi, c'est un très bon mix entre le cozy mystery, le polar noir, parce que les crimes sont pas sympas. Hein. Ils sont quand même assez durs. Le contexte derrière est aussi assez glauque et assez noir. Mais il a dans sa plume, en fait, il a une façon de nous intégrer à la lecture, comme si on participait pleinement à ce qu'il nous racontait, genre je suis devant ma cheminée ou devant un feu de camp et il est en train de nous raconter l'histoire et il nous fait des apartés. Et je sais par exemple que dans son prologue, il nous a dit alors à telle page il y a un meurtre, à telle page il y a un meurtre. Il nous a fait la liste de toutes les pages où il y aurait un meurtre. Donc du coup, je trouve ça vachement intéressant. Et puis là, comme je vous ai dit, il a de l'humour. Moi, j'adore. Personnellement, j'avais commencé par le découvrir avec un tome 3. Oui. Là, c'est le tome 1. J'avais lu en service de presse, j'avais reçu Toutes les fêtes de Noël commencent par un meurtre, qui était une sorte de calendrier de l'Avent polar,
avec dans le principe du calendrier de l'Avent, un chapitre, une journée jusqu'à Noël, et j'avais trouvé ça génialement génial. Enfin franchement, au niveau de l'écriture, de la structure et machin, j'ai trouvé ça fabuleux. Et là, je me suis lancée dans le tome 1 et j'ai adoré. Franchement, voilà, si jamais vous voulez un polar qui est en même temps un cozy mystery, parce qu'ils sont en fait c'est une réunion de famille où ils se retrouvent dans un hôtel chalet au fin fond de la montagne, dans un lieu isolé, en huis clos, pris dans une tempête de neige, et puis les cadavres s'amoncellent. Donc voilà, je vous laisse imaginer déjà l'ambiance. J'ai trouvé ça vraiment très 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 bien fait. Et ma lecture audio, c'est le tome 1 du Trône de Verre de Sarah J. Maas, la série anciennement appelée Keleana. Donc l'héroïne s'appelle Célina. Il y a eu tout un truc avec l'autrice qui a préféré il y a eu des changements de titre, de sonorité. Donc là, elle a tout remis d'équerre avec ce qu'elle avait fait pour sa partie anglo-saxonne. Et ça va, c'est sympa. J'avais lu La Lame de l'assassineux. J'avais commencé par le préquel, séquel, je sais pas comment qu'on dit, préquel, je crois, pour me dire est-ce que ça va me plaire, est-ce que ça va pas me plaire, vu que c'était des novellas. Il y avait 12 novellas, je crois. Et je me suis dit, ok, c'est bon. C'est vendu, je prends. Donc voilà ma lecture audio en cours. Et pour ma prochaine lecture, parce que j'ai fini aujourd'hui Benjamin Stevenson, je vais enfin lire le tome 2 de la série Tarot de Cadet Edwards. Ça fait 2 ans que le tome 1 avait été un coup de cœur. Et voilà, 2 ans après, je lis enfin le tome 2. Ça craint du boudin. Mais bon, voilà pour les lectures en cours. Ça va encore. Il y a des séries, moi je les lis petit à petit, les séries, j'attends jamais qu'il y ait tous les tomes. Et du coup, des fois, t'attends longtemps. Hein. Enfin, je sais très bien ça, mais il y en a, t'attends encore. Hein. C'est vrai, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que là, quand même, j'ai abusé. 2 ans pour je crois que c'est une... Alors, pour l'instant, je crois qu'il y a que 3 tomes qui sont publiés. Le 4e, il y avait un 4e tome qui était prévu, si j'avais bien compris, mais il est toujours pas sorti. Donc, je suis pas trop en retard non plus, mais je me dis, après un coup de cœur de janvier 2024, je vais le lire en avril 2026. Tu vois ce que je veux dire? Je lis la suite que maintenant. Oui, si t'avais vraiment envie, c'est vrai que... Après, je pense qu'en fait, c'est une série qui a un fil conducteur du début jusqu'à la fin, mais il y avait une histoire dans le tome 1 qui se terminait à la fin du tome 1. Donc, il y avait encore quelques questions qui n'étaient pas répondues, mais le gros de l'histoire était fini, donc c'est peut-être aussi pour ça que j'ai mis autant de temps, parce que je me sentais pas en manque de savoir ce qu'allait se passer après. Donc, bon, écoutez, je vais découvrir ça ce soir. Voilà. Eh ben, écoutez, nous avons choisi donc Aurélie Wallenstein cette année, enfin ce mois-ci, pour notre autrice commune. Nous vous avons présenté chacune un livre que nous avons apprécié. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de les découvrir un peu plus. Voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres. Si vous aimez le book club, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez également nous retrouver sur YouTube ou sur nos pages Instagram, dont les liens sont dans la description. Et si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations, vous pouvez nous envoyer un mail à ducappuccinoetdesLivres@gmail.com. Merci Camille, merci Amélia pour ce nouvel épisode. On se retrouve le mois prochain. Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour la suite.